Ce matin-là à Toulouse, Jean-Marc Ayrault en visite officielle. Il inaugure la nouvelle usine Airbus. Le président d'aéroport de Blagnac, voilà. Juste derrière lui, Fleur Pellerin, toujours un peu en retrait. 39 ans, c'est l'une des benjamines du gouvernement, la ministre déléguée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. C'est la première fois que vous venez dans une la deuxième fois. D'avion. La deuxième fois, j'ai visité laquelle? Celle-là. Je suis allée dans l'Iron Bird. Ah, j'étais pas là ce jour-là. Et j'ai fait le simulateur de vol. Et je me suis posée avec l'A350 à Toulouse-Blagnac, vous voyez. L'A350, le nouvel avion d'Airbus, sera assemblé ici, sur ce site ultramoderne. C'est presque la seule bonne nouvelle de la semaine pour le gouvernement socialiste, secoué ces derniers jours par de grosses turbulences. Bon vent à la 350, bon courage à vous et merci. Presque 1 millier d'emplois qui restent à Toulouse, alors que le taux de chômage atteint les 10,2%. Là, on travaille, il y a des arbitrages du Premier ministre, il y a une feuille de route, on travaille beaucoup sur la compétitivité, on a beaucoup travaillé sur la BPI, on a beaucoup travaillé sur les questions fiscales. Énarque, ancienne magistrate à la Cour des comptes. Oui, on se connaît bien. La jeune femme a progressivement fait sa place aux côtés des poids lourds socialistes. Voilà, qu'elle aborde avec, je dirais, les bonnes approches, les questions qui se posent à la France du 21e siècle. C'est très important. Ce n'est pas les solutions du passé qui marcheront. Il faut faire preuve de créativité et d'innovation. Fleur Pellerin incarne cette nouvelle génération, arrivée aux affaires grâce à la victoire de la gauche en mai dernier. Des jeunes ministres, des jeunes députés qui font l'expérience du pouvoir au plus fort de la crise économique, sous le feu des critiques de l'opposition, la génération Hollande. Ce sont aujourd'hui de jeunes hommes et femmes socialistes peu connus. Personne ne sait quelle sera leur ascension. Souvenez-vous, en 1981, au sein de la génération Mitterrand, il y avait François Hollande et Ségolène Royal, simples conseillers à l'Élysée, puis, 7 ans plus tard, jeune député à l'Assemblée nationale. Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. En 1997, c'est la génération Jospin, avec Pierre Moscovici, 40 ans, alors ministre peu connu des Affaires européennes. Ou encore Manuel Valls, conseiller presse de Matignon, 35 ans, et déjà prudent. Je fais attention pour pas me casser la gueule, ça c'est évident. Oui ? 15 ans plus tard, François Hollande est président de la République. Dans son sillage, ce sont donc de nouvelles têtes qui apparaissent à leur tour, au cœur du pouvoir. Alors que l'exécutif est malmené, bousculé, que les couacs cette semaine se multiplient, nous avons suivi 4 de ces jeunes responsables socialistes. On y va ? Chronique d'un apprentissage en pleine tempête. Il est 22h30 à Matignon. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre en difficulté, vient de terminer un dîner de travail. Rien ne filtre des discussions. Parmi les visiteurs du soir, Olivier Faure, 43 ans, député presque inconnu, mais proche de tous les poids lourds du PS. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler successivement avec Martine Aubry pendant 3 ans, François Hollande pendant 7 ans et Jean-Marc Ayrault pendant 5 ans. Donc forcément, ça me donne quelques libertés pour voir les uns et les autres. Aujourd'hui conseiller du Premier ministre et député, il devrait être nommé ce week-end porte-parole du PS. Un aboutissement. Il a toujours voulu faire de la politique. Pour ce qui me concerne, ça remonte à l'enfance, à l'adolescence, le sentiment d'une société qui reste injuste et qu'il est nécessaire de corriger, la volonté d'y participer et peut-être l'outrecuidance de penser qu'on peut avoir un rôle. La crise, chaque jour dans le journal. 3 millions de chômeurs, 1700 milliards de dettes. Merci monsieur, bonsoir. De quoi travailler jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, nous le retrouvons à l'Assemblée nationale. Ça va ? Bonjour monsieur le député. Le Palais Bourbon, en pleine effervescence. Les parlementaires préparent l'examen de la loi de finances, le budget de l'État pour 2013. De cette porte-là, là, c'est le Saint des Saints, donc on ne peut pas rentrer avec la caméra. Désolé. Voilà.
C'est le premier mandat d'Olivier Faure, élu député en juin dernier, dans la foulée de la victoire de François Hollande. Pendant la campagne, il était l'expert en opinion du candidat. C'est ici qu'on travaille. Les souvenirs de la victoire sont déjà presque perdus au milieu des cartons. Les 61% d'opinion favorable du début de mandat sont déjà loin. Il a changé, Hollande, entre l'homme que vous avez connu à Solferino et celui qui est président maintenant? Oui, forcément. Je pense que les fonctions, malgré tout, ça change les gens, ça les transforme progressivement, parce qu'on entre dans une autre histoire, dans une autre responsabilité. Et oui, je trouve que ça l'a beaucoup changé. Il a pris en gravité, il a pris en épaisseur intellectuelle. Olivier Faure ne critique jamais publiquement le président de la République, ni le Premier ministre. Un soutien dont les deux têtes de l'exécutif ont bien besoin. François Hollande et Jean-Marc Ayrault, cette semaine, n'ont jamais paru si affaiblis. Loi invalidée par le Conseil constitutionnel, les cafouillages se multiplient. Est-ce qu'il y a encore, oui ou non, un pilote dans l'avion? L'autorité de Jean-Marc Ayrault est contestée. Ce jour-là, par exemple, il doit recadrer Vincent Peillon, auteur d'un écart sur le cannabis. Les ministres ont à se concentrer sur la mission qui est la leur. Nous ne sommes pas des commentateurs. Lorsqu'ils parlent à la télévision ou à la radio, ils doivent défendre à la fois la politique de leur ministère et la politique du gouvernement, et rien d'autre. Une nouvelle polémique. Alors à l'Assemblée, comme chaque jour ou presque, le député doit toujours défendre le gouvernement. Je trouve qu'on est très injuste avec le Premier ministre en faisant comme s'il n'avait jamais tranché les débats depuis qu'il est Premier ministre. Il montre aujourd'hui ce qu'il a déjà fait à de multiples reprises, sans que ça fasse particulièrement écho dans l'opinion, mais depuis le début, sur les Roms, depuis l'été, depuis le moment où il est rentré de vacances, j'ai l'impression que chaque semaine, il a eu à trancher les débats et qu'il a tranché. Face aux caméras, toute la jeune garde socialiste est là. Juste à côté, une autre députée, elle aussi, enchaîne les interviews. Karine Berger, 39 ans. Élue en juin dernier, elle est responsable des questions économiques au PS. On pourrait dire secrétaire nationale en charge de la crise. Alors vraiment 2 minutes parce qu'après je suis attendue au palais de la découverte à 16h45. Après l'Assemblée, elle file au palais de la découverte pour participer à une conférence sur les femmes et le progrès, organisée par l'école polytechnique. Rassurez-moi, il y a de l'eau là sur la table ronde parce que là je commence. Karine Berger, en effet, est polytechnicienne. Parce que là je suis mon cul, j'arrête pas de parler depuis ce matin 9h. Je me demande si vous n'étiez pas déjà. Spécialiste en statistiques et questions financières, la jeune députée a participé à l'écriture du programme économique de François Hollande. Cela n'empêche pas de se heurter encore aux vestiges du machisme. Certains n'acceptent pas qu'elle ait du pouvoir. On vous reproche, en politique, de ne pas être la représentation naturelle du pouvoir. On vous reproche votre voix, on vous reproche d'être, au fond, pas dans l'image de ce qu'est le pouvoir en France et qui est, avant tout, malgré tout, une présence physique. Le pouvoir est associé dans la tête de nos concitoyens à la puissance, à la force et d'une certaine façon à la virilité. Karine Berger, une jeune députée en plein débat agité sur la loi de finances. 20 milliards d'impôts supplémentaires qui doivent être votés cette semaine. Un budget contesté, critiqué. Il y a d'abord eu les pigeons, des patrons de start-up qui ont fait reculer le gouvernement. Et puis les moutons, des entrepreneurs qui se disent victimes d'une tonte en règle. Le vote est dans quelques jours, alors Karine Berger fait face. La fiscalité est totalement injuste dans ce pays. On va la rendre plus juste, mais il y a un changement de direction qui est enclenché et qui est complexe à gérer. Alors, pour convaincre que ce budget sera efficace contre la crise, Karine Berger est aujourd'hui à Cannes. Elle part pour la France à la rencontre de professionnels des secteurs financiers. Elle s'apprête ici à intervenir dans un congrès d'assureurs. Vous avez fait le voyage, un peu tôt, mais bonjour. Mais ça va. Ces patrons et ces cadres de l'assurance sont venus écouter la députée. Entre autres, parce qu'ils s'interrogent sur la réforme à venir de leur fiscalité
l'économiste en chef du PS justifie la politique du gouvernement. Un grand engagement de campagne de François Hollande, qui est l'alignement de la taxation des revenus du capital sur ceux du travail. Elle tente d'apaiser les inquiétudes. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur les changements, les nouvelles décisions, les nouvelles mesures. C'est encore plus important de dire qu'on est là pour écouter, entendre et puis arbitrer au final. Mais d'abord qu'on prend l'avis de tout le monde et qu'on n'est pas enfermé dans notre bureau à l'Assemblée nationale ou dans notre permanence. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment désolée, je serai restée avec grand plaisir. J'espère que vous me réinviterez l'année prochaine. Oui. Si c'est en octobre, ce sera le même. Karine Berger vient d'être appelée en urgence. Elle doit rejoindre l'Assemblée pour prendre la parole sur la future loi de finances. Ce jour-là, la gauche manque d'orateurs sur des points techniques. Ils repartent de cet appareil-là. Vous savez, on vient de recevoir un SMS, ils sont minoritaires au groupe socialiste. Il faut vraiment que je reparte. D'accord, allez-y. Merci. Mais visiblement, ce travail d'explication a du mal à porter ses fruits. 49% de popularité pour Jean-Marc Ayrault, 42% pour François Hollande, près de 20 points perdus en 5 mois, une chute record sous la Ve République. Du coup, chaque mercredi, le Conseil des ministres prend des allures de conseil de crise. Cette semaine, par exemple, François Hollande aurait recadré Jean-Marc Ayrault. Mais à chaque fois, comme ce mercredi 17 octobre, tout le monde sourit à la sortie. Parmi ces nouveaux venus sur le perron, il y a aussi Guillaume Garot, 46 ans, ministre de l'Agroalimentaire. C'est bien passé? Très bien. Très bien. Bon conseil? Ouais, bon conseil. Pour lui, pas de panique. Les mauvais sondages sont inévitables. Il y a beaucoup d'explications à tout ça, et en particulier que la crise est tellement dure, c'est tellement dur pour les gens au quotidien que c'est normal que dans ce contexte-là, les gouvernants ne soient pas populaires. Enfin, moi, je me l'explique fort bien. Mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler et de continuer vraiment de tracer notre route. Et sa route le mène aujourd'hui jusqu'à Bruxelles, où il doit défendre des emplois en soutenant la filière française du foie gras. Il est invité en tant que ministre au Parlement européen. Monsieur Cadenne, bonjour monsieur. Ici, certains le connaissent déjà. Bonjour, monsieur Tabajdi, député hongrois. Ah, très bien. J'ai bien connu votre père. Voilà. C'est vrai? D'accord, très bien. Mes salutations, il va bien? Très bien. Très bien. Voilà. Ça me fait plaisir, ça m'émeut aussi parce que mon père a été parlementaire européen sur les questions agricoles très engagé, en effet. Et je vois qu'ici, il a laissé une trace. Voilà. Guillaume Garot est venu rencontrer des producteurs français de foie gras qui s'inquiètent. La Californie, opposée au gavage, refuse d'acheter leurs produits. Ça n'a l'air de rien, mais si le mouvement s'étend, des milliers d'emplois sont menacés. Il en va aussi de la vie économique de nos territoires et de l'aménagement du territoire. Nos amis californiens ont des questions, nous leur apporterons des réponses. Et Guillaume Garot, comme tout le gouvernement, craint plus que tout de voir encore le chômage augmenter. Mais au-delà de ce qui se passe en Californie, c'est toute une filière. Ce sont des emplois qu'il faut aujourd'hui défendre. En France, aujourd'hui, le foie gras, c'est 35 000 emplois directs et beaucoup plus d'emplois indirects. Donc ça vaut le coup de se battre. Le foie gras, c'est la convivialité. Moi, je suis un peu tout seul. Guillaume Garot s'improvise VRP pour le foie gras français. C'est bien la première fois où, contre la crise, il faut se montrer en train de manger un produit de luxe. Pendant que l'un trinque à Bruxelles, l'autre s'apprête à décoller pour les États-Unis. Là encore, pour l'emploi, les derniers chiffres du chômage viennent de tomber. 46 900 chômeurs de plus en un mois. Alors Fleur Pellerin, la ministre des PME, s'envole pour Boston pour convaincre des patrons américains de start-up d'investir en France. Elle va tout simplement faire la publicité de la France. Et alors ça, ils font du print, ils font sur du print et du online. Tenter de relancer l'économie, alors que cette semaine, Coca-Cola supprime 170 emplois et Electrolux 419 emplois. Mission ardue pour la jeune ministre, elle l'a compris dès son premier jour. Vous savez, nous, quand on est arrivé au ministère du redressement productif avec Arnaud Montebourg, on a eu une passation de pouvoir. Éric Besson, le ministre de l'Industrie, n'était pas là. Il nous a fait remettre par son directeur de cabinet une liste de tous les plans sociaux
qui sont ceux que vous voyez aujourd'hui s'étaler dans la presse. Il y en avait 40. Voilà. Donc, en voyant ce document, on a tout de suite compris que la situation serait difficile. Comment vous jugez ces premiers mois de gouvernement, de pouvoir de la gauche? Éprouvant et motivant et éprouvant. Éprouvant en effet. Et ce d'autant plus que les couacs s'enchaînent au sein de l'exécutif. Alors que Fleur Pellerin pose le pied à Boston, en France, toute la presse s'interroge sur l'amateurisme supposé au sommet de l'État. Il y a sans doute un effet un peu acclimatation et acculturation à l'exercice du pouvoir. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'opposition. Il y a une génération de membres du gouvernement dont je fais partie, d'ailleurs, qui n'a jamais été ni membre de cabinet ministériel, ni en responsabilité. Donc à ce niveau-là, en tout cas, donc, je pense que c'est aussi une forme d'apprentissage, de rodage. Je pense que ça ne constitue pas le fond de l'action. C'est dans ce contexte agité que la jeune femme va s'efforcer de vendre l'image de la France. Mais là non plus, ce n'est pas si simple. Le pays est souvent perçu, aux États-Unis, comme peu compétitif. Une démarche, et je crois que c'est important que le gouvernement français soit aussi dans cette démarche d'explication. 6 rendez-vous en moins de 24 heures pour vanter les atouts de la France auprès d'investisseurs. Comme dans cet incubateur d'entreprise, un centre qui aide les jeunes talents venus du monde entier à développer leur start-up. D'ailleurs, c'est ce jeune patron, un Français, qui fait la visite guidée. Après avoir obtenu un financement, il a quitté la France pour monter sa boîte ici. Il n'a pas eu le choix. Quand on parle de succès, est-ce que c'est un succès financier? Pas encore, mais est-ce que ça a été un succès au niveau du mentorship, rencontrer les bonnes personnes? Je pense qu'en France, ça aurait été beaucoup plus difficile. On a l'impression qu'ici, tout est possible. Dès qu'on a une très bonne idée, ça marche, non? Aux États-Unis, oui. Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup de difficultés. Je pense qu'il y a on a rencontré aussi plusieurs personnes qui rencontrent des difficultés. Je pense qu'il ne faut pas être binaire. Dans la vision, il n'y a pas un endroit, le New World, où tout est possible. Mais je pense qu'en revanche, on peut s'inspirer d'un certain nombre de choses. Pour Fleur Pellerin, le moment clé du voyage approche. Nous l'y accompagnerons. Pendant ce temps en France, on s'impatiente. À Sénart-le-Mets en Seine-et-Marne, les 100 000 habitants de la circonscription d'Olivier Faure attendent des résultats. Ce week-end, le député PS assiste à l'inauguration d'un centre culturel. Vous allez bien, monsieur Faure? Ça va? Oui. L'espace jeunesse en bleu marine dans le fléchage. En bleu marine. Ça va? Et là-bas, il y a des CD et des DVD aussi. Et tout est à toi ici. Formidable, non? Ici, celui avec l'exposition. Comme s'il avait une clé pour tous les problèmes, ici, Olivier est très sollicité. On sait que je suis à la fois proche du président et du Premier ministre. Oui. Donc ça crée parfois quelques demandes. Simple citoyen ou entrepreneur en difficulté, le député ne cesse d'être interpellé. Donc, je sais bien que vous êtes très pris. Mais... Cet homme, par exemple, tente d'implanter une maison de santé pour y installer des médecins, mais il n'y parvient pas. Donc je ne sais pas si, à votre niveau, vous pouvez essayer de faire émerger des complémentarités. Comme sa circonscription est presque un désert médical, Olivier Faure est intéressé. Le plus simple, c'est qu'on se retrouve à un moment donné pour en parler plus concrètement. Dans un pays qui souffre, le député, plus que jamais, est perçu comme le dernier recours. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils cherchent du travail, ne serait-ce que ça. Alors, quand j'ai des contacts, j'essaye d'en faire profiter ceux qui viennent me voir, j'essaye de leur ouvrir des portes. Voilà, mais bon, je sais très bien ils savent très bien eux aussi d'ailleurs que je ne peux pas tout. Mais bon, en fait, le député, c'est souvent le carnet d'adresse de ceux qu'on n'a pas. Au quotidien, Olivier Faure mesure ainsi l'inquiétude des citoyens, mais aussi des militants socialistes. À quelques jours du congrès du parti, il retrouve ses camarades de la Fédération de Seine-et-Marne. Ce sont surtout les sondages calamiteux qui les inquiètent.
Ça va être dur là quand même. Ah, c'est compliqué, c'est une période difficile. Même personnellement, ça va être dur. Hein, oui. Non, puis la gauche a toujours commencé par distribuer et elle a fini en guenille. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On a commencé par le plus dur et puis on redresse et après on rétablit. C'est dans ce contexte un peu morose que le parti local se réunit. Il y a un monde fou. Dans quelques jours, au congrès de Toulouse, Harlem Désir succédera à Martine Aubry à la tête du PS. C'est parfois un peu loin des préoccupations des Français, mais c'est aussi ce qui fait vibrer les hommes politiques. Olivier Faure, un des piliers de l'appareil socialiste. Lionel s'embrasse pas sur la bouche, mais le cœur y est. Dès ce week-end, il pourrait bien devenir porte-parole. Un poste où il devra défendre bec et ongle la politique du gouvernement et les nouvelles lois de la majorité. Mercredi dernier, c'est le grand jour pour Karine Berger. Le vote de la loi de finances, elle a contribué à l'écrire. Une hausse d'impôts historique. Tentative pour atteindre les 3% de déficit sans étrangler les plus modestes. Karine Berger, rigoureuse, sait qu'elle ne doit pas prononcer le mot austérité. C'est un budget de gauche, c'est un budget qui change les choses, qui lance une politique. C'est un budget. Un budget de gauche? Un budget de gauche, c'est un budget qui s'appuie sur les valeurs de la gauche, qui met des priorités sociales, comme notamment la création de postes dans l'éducation nationale, comme l'emploi, comme le logement. Dernière lecture avant de rejoindre les bancs de l'Assemblée. Dans l'hémicycle, chaque groupe présente ses positions une ultime fois. L'UMP et le centre dénoncent un matraquage fiscal. Votre budget n'est pas responsable, votre programmation ne l'est pas davantage, nous voterons. Merci, monsieur Mariton. Le PS et ses alliés disposent de la majorité absolue. Le résultat du scrutin est donc sans surprise. 10 années qui ont vu la dette de notre pays doubler. Pour 314, contre 235, l'Assemblée nationale a adopté. Le projet de loi évidemment est passé, mais il faut encore gagner la bataille de la communication. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Majorité très claire. Les gens évidemment ont toujours peur quand on parle d'impôts, mais on ne fait pas ce qu'a fait la droite, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas les impôts pour tout le monde. On demande aux gens qui ont des moyens beaucoup plus importants de contribuer beaucoup plus. On rétablit aussi la justice entre les entreprises. Les PME en France, elles payent plus d'impôts que les grands groupes internationaux qui font de l'optimisation fiscale. Donc là, on a essayé de réduire cette inégalité-là, et rien qu'avec ces mesures-là, on fait déjà beaucoup pour les finances publiques. Une démonstration discutée par certains économistes. Les objectifs du gouvernement, déficit à 3% du PIB et 0,8% de croissance en 2013, seraient compliqués, voire impossibles à atteindre. À Boston, Fleur Pellerin poursuit sa campagne pour les investissements en France. Au MIT, c'est le moment de sa rencontre avec un groupe de patrons intéressés par le projet. Un rendez-vous de plus. Elle reconnaît qu'elle est un peu fatiguée. Ça me fascine de préserver une vie personnelle. Je crois que c'est un engagement en même temps. Enfin, moi, ça fait 10 ans que j'attendais ce moment-là. Donc je savais très bien qu'en cas de victoire de François Hollande, et si je faisais partie de l'équipe, ce serait difficile. Donc voilà, c'est un moment aussi où on se dédie à la fonction, quoi. Je pense qu'il faut se mettre un peu soi-même de côté. Ouais, je pense de la volonté de changer les choses, probablement de l'énergie physique aussi, je pense que... C'est plus facile quand on croit en ce qu'on fait? Ah bah, ça vaut mieux, oui, je pense. Alors que ce jour-là, la polémique fait rage sur le rapport gallois et la compétitivité, Fleur Pellerin, face à des investisseurs américains, promet des règles plus souples dans le secteur de l'économie du web. Nous sommes en pleine négociation. Nous allons discuter jusqu'en décembre prochain d'une modernisation de notre marché du travail. Le nouveau gouvernement en France est très pragmatique. Pour nous, voir une femme qui représente ainsi le gouvernement français et qui parle très bien anglais, c'est un signe du changement qui se produit en France. Ça reflète ce qui se passe dans ce pays. C'est un signal positif pour les entreprises américaines.
Et politiquement, vous pensez que c'est possible de faire passer ces réformes? Oui, je pense. On a commencé à en parler avec les syndicats. La jeune ministre doit se rendre en Inde, en Chine et au Brésil dans les mois qui viennent. Elle, comme ses 3 jeunes collègues, ministres ou députés que nous avons suivis, nous ont demandé du temps. Ils veulent qu'on leur laisse 2 ans avant de porter un premier jugement sur leurs résultats. Je sais pas. Ah, on va où? On va à New York.